Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode Rencontre avec. Aujourd'hui, je suis avec Christian de la brasserie Grosse. Donc, on est en Espagne, côté Pays Basque espagnol. Salut Christian. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Oui, magnifique. Déjà, on commence la journée avec une bonne bière. C'est ce que j'allais dire. Donc, on est pas mal. Petite lager, la crispy. On parlera un petit peu des bières tout à l'heure, mais je te laisse pour commencer te présenter. Tu peux me dire qui tu es et quel est ton rôle dans la brasserie? Bien sûr. Comme Alex l'a dit, on est à la brasserie Grosse, Pays Basque espagnol. Pour nous, en fait, on va dire, il n'y a pas de frontières. On est quand même des romantiques du Pays Basque. Et c'est pour ça qu'on essaye de tourner en rond. Non, l'objectif de la brasserie, évidemment, c'est tourner en rond 200 km, un peu plus, pour faire connaître. Mais on vend évidemment beaucoup langue Pays Basque, français, Iparralde, et Pays Basque espagnol, Egoalde, évidemment. Moi, c'est Christian. Sûrement, quelqu'un déjà m'a connu déjà sur la bière Bidasoa. J'ai bossé, j'étais déjà associé à la brasserie Bidasoa pendant quelques années. Mais ça a pris un autre sens et Gros, c'est un projet qui est né en 2013 comme brasserie Gypsy. On va dire c'était des nomades, ils brasseraient dans des autres brasseries. C'est Andoni, le fondateur de Gros. Et à partir de 2017, il a fait la brasserie ici à San Sebastián, à Donostia. Si quelqu'un veut venir, évidemment, vous êtes bien invité. On a le taproom ouvert de lundi à dimanche, donc 7 sur 7 à partir de 17h30. Et il y a des burgers, il y a des bières, il y a de la bonne bière, évidemment, et d'autres trucs que vous pouvez venir découvrir. Donc voilà, l'équipe il est composée un peu sur Andoni. Lui il travaille plus, il n'aime pas travailler, il a 40 ans, il a décidé de rester à la retraite. Et c'est pour ça. Plus ou moins, il voudrait travailler encore un peu moins parce qu'il continue sur l'image, ouais. mais ça va, il doit continuer à le faire parce qu'il est fort à ça. Et comme je disais, moi c'est Christian, je viens de la Bidasoa. On a choisi venir sur ce projet Grosse qui promet beaucoup et qui a des formes très très bonnes sur l'entreprise, sur la bière. Parce qu'il y a un moment où on voit sur le marché, il y a beaucoup d'intérêt sur le business. Nous, on est des cons. Donc, ce qu'on aime bien, c'est boire des bières à 10h du matin et faire le con. Et avec du bon produit, avec du bon travail, évidemment. On est sérieux, même si on ne dirait pas. On est pas mal sérieux. Et il y a quelques mois, on a embauché la Beñat. C'est un truc que j'aime bien remarquer. Beñat, il a fait ses études à Munich comme maître brasseur. Il a travaillé dans pas mal de brasseries en Allemagne, République tchèque, et il a vraiment appris le monde de la bonne lager. C'est pour ça qu'on essaye de pousser maintenant un peu sur ça, parce qu'on dirait qu'on est un peu sur le back to basic. On revient sur les lagers, sur la bière de soif. On brasse pas mal doublons. Déjà, l'esprit Gros, c'est beaucoup sur le blond, des Easy IPA, des New England, des double IPA, Session, etc. Mais on veut faire l'effort sur la lager. Parce que déjà, avec Beñat, c'est un des meilleurs brasseurs en lager. J'espère qu'il ne m'écoute pas, sinon il va falloir toucher un peu plus. Il va prendre la grosse tête. Et donc, lui, c'est le chef brasseur. Moi, je suis le sales manager, mais après, je fais aussi accounts, je fais tout ce qui est chiffres, je fais un peu l'administration aussi. Mais comme on est petite brasserie, on essaie de s'arranger à tout faire. Il y a combien de personnes à la brasserie? Alors là, sur la brasserie, on est à 5 personnes. Ouais. Bon, sur les 5, je suis en train de compter Andoni. D'accord. 4 entières. Voilà, exactement. Et après, sur le taproom, il y a encore 4 personnes. Donc, il y a deux qui sont vraiment dédiés taproom, service. Oui, exactement. Oui, cuisine, finalement, c'est ouvert 7 jours sur 7. Ouais. Donc, c'est vraiment du travail. Une à part. Ouais, déjà, à 4, c'est compliqué à s'organiser. Mais bon, on aime bien bosser, on aime bien le monde de la bière, on aime bien s'amuser. Entre nous, on fait une équipe incroyable. Et je crois que ça se sent à l'extérieur. Ça se sent vraiment sur le niveau de la bière, sur l'organisation. On essaye, comme je disais, on essaye de prendre au sérieux notre travail. Je crois qu'on arrive à le faire. Et bon, le résultat, c'est que quasiment, on n'a pas de stock de bière. On vient de pousser la brasserie. Après, elle est petite. C'est pour ça que Beñat, il vient. Après Beñat, il a été chef brasseur aussi de Napar Bière. Il a été à Stumostów. Il a fait pousser Stumostów en Pologne. Donc, on est des gens avec beaucoup d'expérience, mais on est sur la bière pour s'amuser, pour faire des trucs bien, travailler beaucoup, évidemment.
sauf Andoni, je répète. Comme il ne comprend pas, il va rien dire. Bon, finalement, il va l'écouter, il va le comprendre. Ça va, on va rigoler. Et donc voilà, on essaye de faire du mieux et on est dans le monde de la bière pour s'amuser, comme je disais. Et Gross, c'est vraiment l'esprit rock and roll, c'est un peu punk et avec le travail bien fait. Et avec ça, on gagne nos salaires et on est content, quoi. On ne veut pas plus que ça. Simplement, c'est pour ça qu'on est dans la bière. Sinon, on pourrait travailler dans des banques, on pourrait travailler dans d'autres trucs. Mais... L'esprit, c'est un peu faire des bières sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est pas un peu, c'est complètement ça. T'es revenu, t'as cité pas mal de points qu'on va développer un peu par la suite, donc c'est cool. T'as fait une bonne introduction, c'est nickel. T'évoquais le fait que la brasserie elle se soit montée en 2013, mais à la base en gypsy. Si je dis pas de bêtises, là, le local dans lequel on est installé, c'est depuis 2017. 17, voilà, exactement. Tu peux me dire pourquoi, à la base, la brasserie s'est lancée en gypsy ? Il y avait une volonté de peut-être de se faire la main avant d'investir, ou c'était... Non, là, je vais être net. Ouais. Je vais rien cacher. Donc Andoni, son business, lui, il travaillait un petit peu dans le cannabis, etc. Dans la part légale. C'était rien d'illégal, mais ici, dans la part légale, il faisait des semis, c'est ça. Il travaillait sur le cannabis, sur les recherches, les trucs comme ça. D'accord. Et la bière, c'est déjà allez, on va dire, ça reste un petit peu dans le milieu. Donc il reste un cousin aussi. Le houblon, les plantes. Ouais, voilà. et donc, Andoni, il est du quartier Gross, à Saint-Sébastien. Donc déjà, c'est la raison. C'est donc là que vient le nom de la brasserie. Voilà, exactement. Donc Andoni, il vient du quartier Gross. Et Andoni, c'est une personne qui se bouge pas mal sur le quartier, il connaît plein de monde, etc. Et une fois que la bière a commencé, parce que là, 2013, il y avait presque rien. On peut dire qu'il y avait quoi ? Il y avait Napar Bière, il y avait Dougal's en Espagne, et pas plus que ça. Après, c'était juste le moment où toutes les brasseries commençaient. Commençaient à se créer, Baskelan, etc. Donc, c'est pas forcément l'idée de commencer comme gypsy pour faire une brasserie. C'était un peu, si je rentre dans le monde de la bière, les bars, on aime bien les bars, évidemment. Qui n'aime pas ça ? Donc, faire rentrer un peu l'esprit dans le truc, gagner un petit peu de sous. Finalement, il ne gagnait rien. Parce que tout le monde, on rentre dans le monde de la bière en train de penser qu'on va faire des sous. Après, non, c'est bon. Si tu touches un salaire, c'est déjà bien. Et après, le deal, c'est de bien s'amuser. Donc, il a rentré pour un peu s'amuser dans la bière, avoir un truc à faire de plus. Et voilà. Mais il a vu que ça se déroulait pas mal. Il commençait à vendre, il commençait à avoir besoin de l'espace. Et finalement, il a décidé de faire la brasserie. Il avait rencontré un autre brasseur avec qui il s'est associé. Et c'est à partir de là qu'il a commencé la brasserie. En plus, sur le projet Gross, il y a une histoire. C'était la brasserie un peu des petites ici dans le Pays Basque. Et le truc, c'est que ils se sont pas bien entendus entre le brasseur et Andoni. Donc Andoni, le brasseur il est parti. On va le dire comme ça gentiment. Et c'est Andoni, il s'est remis à brasser et il a eu un gros accident. Donc sur la salle de brassage, il a mal fait un procès. Le boiling, il est parti très très fort, trop fort, et ça lui a explosé. Donc il a brûlé presque à 30-35% de son corps. Et il a resté vraiment hospitalisé pendant longtemps. Évidemment, c'était un très gros accident et il est là avec un peu de chance, en fait. Donc là, Gross, ça a commencé en 2017, mais jusqu'à 2019, il n'y a pas eu vraiment un suivi. Une grosse C'était évolution, Miguel, encore deuxième brasseur. C'est Miguel qui a poussé, qui ouvrait le bar, qui brassait de temps en temps pour avoir un peu de bière. Mais c'était un peu stand-by, le projet. Donc c'est à partir de 2019 que Gross reprend Andoni avec un peu plus de force. Et c'est là que le Covid arrive. Pas de chance. Donc ça n'a pas été facile pour Andoni. Ça n'a vraiment pas été facile. Donc là, le projet, il a été à point de s'écouler, de se finir. Le projet, il était gravement touché avec tout ça, avec le Covid, avec Andoni. Mais tout d'un coup... Je rebondis là-dessus, mais en plus, là où on enregistre, on est dans la taproom de la brasserie. J'imagine que ça joue beaucoup aussi dans l'activité d'une brasserie. Déjà, quand tu vends ta bière sur place, forcément, tu n'as pas les mêmes marges. Je pourrais même dire que c'est grâce à ça
que la brasserie continue et grâce Mais c'est aussi peut-être pour ça que pendant le Covid, ça a été plus impacté que peut-être d'autres brasseries. Non, pas tellement. Pas moins dépendant de la vente, je veux dire, la vente de canettes. En distribution, oui, mais on va dire que ça a surpris beaucoup. Pendant le Covid, c'était une époque très difficile, mais il y a eu vraiment une très grosse demande de bière à emporter. Ouais, beaucoup de solidarité aussi pour consommer local, ce genre de choses. Exactement. Et donc c'est là qu'il a repris la force. Il a vu, oh putain, les gens, ils veulent pousser, ils poussent sur le local, ils restent sur le craft, ils vont pas au supermarché acheter que de l'accro ou que de la chauffe. Bon, ici, on n'a pas de l'accro ni de la chauffe, mais bon, c'est pour faire l'exemple. Pour qu'on comprenne bien. Et donc, c'est là qu'il a commencé à voir que ça poussait, que les gens, ils voulaient, et c'est là que ça lui a fait continuer. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte, bon, j'ai eu l'accident, j'aime pas trop travailler déjà à la base, donc il a décidé d'avoir un petit projet très rock'n'roll, très bonne communication, bon produit, et c'est là qu'il a décidé de m'embaucher à moi. D'abord, moi ça fait déjà 1 an que je bosse ici à Grosse, mais j'avais déjà le savoir-faire. Donc tu avais de l'expérience avec facile. Il m'a filé la clé et c'est bon. Et il s'est relaxé, donc j'ai commencé à organiser un petit peu tout le projet, à exploser un petit peu plus dans les ventes, à faire brasser un peu plus. Et c'est là que, parce qu'on avait encore un brasseur, que finalement, il n'aimait pas trop le monde de la bière. Il était bon, mais il s'est fatigué, on va dire. Donc il est parti. Et là, avec Miguel Andoni, ils ont rebrassé, même si Andoni, ça lui fait pas trop plaisir de rentrer brasser, évidemment. Et on a pris une grosse décision, et c'est d'embaucher Beñat. Beñat, il est arrivé il y a combien de temps, du coup ? Beñat, il est arrivé en janvier. En janvier, oui. Voilà. Donc à fait, partir de janvier, là, c'est là où on avait déjà organisé, on avait fait pousser le projet. Et avec l'arrivage de Beñat, évidemment, là, ça a explosé parce que le niveau des bières, c'est un truc énorme. Après, comme je contrôle les chiffres, on a la bataille tous les jours. Tu as senti en dehors, parce que j'imagine que du coup, forcément, il y a eu une évolution de la qualité sur les éphémères. Est-ce que ça a aussi changé quelque chose sur les permanentes, notamment la Sticky, qui est un peu iconique de la brasserie ? Alors, on commence sur la Sticky. Sur la Sticky, c'est West Coast IPA classique. Déjà, c'est la bière qui a fait pousser la brasserie, carrément. Plus les Easy IPA, bon, c'était très cool. Les étiquettes, il y a vraiment un travail d'image très, très, très fort. La Sticky reste assez emblématique de Grosse. C'est la bière qui est un peu là depuis le début. C'est la bière de Grosse. Elle a un visuel assez facilement reconnaissable. Exactement. Même si on a changé en plus le visuel, il reste toujours pareil, mais ça change dans les temps. C'est un truc très difficile à faire. Donc Sticky, ça n'a pas forcément beaucoup changé, mais ça a quand même changé en termes de stabilité, parce que là on a pris centrifugeuse, on a des dry tanks, donc les procès, ça fait d'une bière plus, ça reste plus longtemps dans le temps, ça conserve beaucoup mieux, ça reste encore un peu plus nitide, donc elle est plus stable. Voilà, exactement. Donc il a fait des petits retouches, ça continue à être la même bière, mais il a retouché quelques trucs, donc moi j'ai plus de litres, déjà je suis très content, avec les chiffres ça marche très bien. Et donc voilà, ça n'a pas forcément beaucoup changé, mais il a fait des petits changements dans la brasserie et sur la bière, pour que ça se garde beaucoup mieux dans le temps et que ça soit plus nitide, on va dire, plus clair. Avec l'arrivage de Beñat aussi, comme on avait fait l'ampliation de production, c'est là qu'on a décidé de faire un peu plus de core range, parce que finalement, si tu veux avoir un petit peu d'export ou pousser un petit peu plus la brasserie, avec une seule bière fixe, et si les nouveautés sont vendues très vite, je ne peux pas ouvrir un distributeur avec une bière. C'est très compliqué. Donc c'est là qu'on a décidé de faire une Pale Ale Bichy, et faire la lager. Évidemment, Beñat, il est convaincu que ça, c'est le business. Bon, moi, je suis pas tellement d'accord. Est-ce que ça faisait partie de son contrat de travail, de dire je signe que si dans le contrat on met qu'on m'autorise à faire une lager? Ben presque. En fait, non, mais je pourrais dire que presque. Et donc, comme je disais, il est très très fort sur la lager. Il a appris des meilleurs, carrément. Et il veut vraiment avoir une représentation de sa lager. Mais comme on est petite brasserie, on peut pas démarcher la lager comme on voudrait. On a 3-4 clients
surtout le tabroum, évidemment, et on reste là. Au moins, on sait qu'elle est là. Si tu veux la goûter, il faut aller la goûter. Bien sûr. Et tout d'un coup, il n'y a pas que la crispy. En éphémère, il fait d'autres lagers qui fait tourner de temps en temps. Oui. Mais pour parler de la crispy, là, c'est celle qu'on boit en ce moment. Oui. Sur la taproom, en plus, c'est servi façon lager à la tchèque, avec le bec spécial, dans la petite shop, façon tchèque. À l'allemande, tchèque, voilà, exactement. Avec la belle mousse bien crémeuse. Exactement. Et en plus, ça vient de tanks de service. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Ah non, on a mis pour le tabroum, on a mis des tanks de service. D'accord. Et la bière, elle est encore beaucoup plus fraîche. C'est des tanks de 250 litres. Mieux, et c'est isobarique. Donc, c'est tout le temps gardé en froid. Tu as des tanks de service pour les 10 becs ou c'est juste pour Non, certaines références? juste, alors là, on est sur Sticky, Crispy et la lager qui tourne. Okay. C'est les 3 bières en préférence pour être avec le maximum de fraîcheur possible pour marquer la différence, on va dire. Au moins, déjà que tu es en tabroum, que ça soit vraiment. J'imagine que c'est les bières sur lesquelles vous faites du volume aussi. Exactement. Enfin, pas forcément la lager qui tourne, mais oui, sur Crispy et Sticky. Mais la lager qui tourne, si on la met en cake, que un jour ça va rester dehors, on veut vraiment que ce soit frais. Et on a investi sur la puissance de la lager. Mais bon, comme on revenait, donc on a Pale Ale Bichy, c'est une Pale Ale, allez, on va dire à moitié chemin entre une petite Pale Ale anglaise et américaine, donc c'est houblonné. C'est un petit peu easy, donc c'est pas nitide, c'est avec de la levure verdante, donc ça donne des côtés un peu fruités, mais ça reste quand même amer, et ça reste sur une base de gaz un peu plus léger, donc c'est très très facile à boire sur 4,5 degrés. Crispy en lager, très sur le malt, il y a les côtés houblonnés mais légèrement, avec une lager très 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 nitide, très claire et très facile à boire. Et après la sticky. Donc ça c'est le core range qu'on a fait un peu plus de gamme de base pour dire. Et après on continue sur les nouveautés. Loublon aussi, Beignat, comme il a travaillé à Naparbière, Stumostu. Et c'est un des mecs qui arrive à la maison, il s'arrête pas. Il lit, il apprend, il essaie, il fait des tests, il fait plein de choses pour améliorer son travail. C'est vraiment un professionnel. Et c'est quand même un con aussi. et donc là, on tourne sur les easy, on va dire, on essaie d'en faire 3 par mois. Là, avec la lager, ça reste quand même compliqué, donc on reste sur 2-3 nouveautés sur le easy par mois. Tout le temps petite sour, comme tu as bien remarqué, on a la slushy machine, machine à graniter. C'est génial, j'avais jamais vu ça nulle part, mais c'est top. Et un peu, voilà, grosse, on essaye de faire un petit peu la différence. Déjà qu'on ne veut pas être les grands. Et je dois reconnaître, on n'est pas la brasserie la moins chère. On est une brasserie quand même que si tu veux de la bière grosse, il va falloir la payer. Mais on essaie d'avoir la meilleure qualité, de marquer la différence sur la bière parce qu'on veut rester là, c'est bon. Et on veut montrer qu'on est des professionnels et qu'on sait tout faire, évidemment. Donc, crispy, sticky, bichy, une sour qui tourne. L'hiver, on essaie de faire tout le temps une petite stout, un petit truc. C'est pas vraiment l'image grosse, mais c'est bien de l'avoir. Il faut bien de l'avoir. Elles sont bonnes et on tourne un petit peu sur des styles de stout. Et après, plein de easy, plein d'étiquettes à la con, parce que déjà l'image, bon, il y en a plusieurs. Je sais pas si tu en as vu. Oui, j'en ai vu plein. Il y a une étiquette avec plein de lignes, ça s'efface. Il y a que des bits qui restent. Il y a plein de conneries comme ça qui voilà, comme je disais. De toute façon, on va revenir un peu plus en détail après sur l'image grosse, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Il y a pas mal. Déjà, comme on disait, on a fait une collab avec Pukas. Ils font des planches de surf ici à Saint-Sébastien dans le top 3 niveau Europe. Ils ont fait des t-shirts avec Gross. Nous, on a fait une bière avec eux. Là, on a fait un événement avec Black Mark. C'est des mecs qui font des vidéos. Ça permet de sortir un petit peu justement du monde de la bière et de créer des liens avec des... Tout le temps lié avec le surf, le skate, le monde de la bière. Tu vas créer des liens avec d'autres entités qui ont des états d'esprit proches de Gross. Voilà, exactement. Après aussi avec des brasseurs, évidemment. On a fait avec Beretta, les Romains, on a fait avec Kenfold, les Américains. Là, on vient de faire avec Piggy. On va continuer, évidemment. Et les collabs, c'est tout le temps, nous, comme je disais à Lorenzo, si on fait une collab, tu viens, on va manger, on se bourre ensemble, on fait la fête ensemble, sinon il n'y a pas de collab. Ça fait partie de la fête. En fait, Exactement. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la création de la brasserie en 2013, tu disais qu'il n'y avait pas encore grand-chose en Espagne à ce moment-là. Même à l'échelle locale, surtout à l'échelle locale même d'ailleurs. Maintenant, si on prend, en tout cas pour nous les Français,
les brasseries espagnoles, c'est vrai que souvent ce qui nous vient à l'esprit, alors il y a des brasseries à ses côtés à Barcelone comme Garage, ainsi de suite, mais Basqueland nous revient tout de suite à l'esprit. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes maintenant le Pays Basque espagnol, il y a quand même un beau petit vivier de brasseries, il y a de quoi faire. C'était pas forcément le cas quand Grosse s'est lancé, enfin, tout était naissant en fait à cette époque-là. Est-ce que tu penses que ça a créé quand même une sorte d'émulsion qu'il y ait autant de brasseries dans le coin pour que... Oui, non, mais carrément. Si tu cherches dans le reste de l'Espagne, tu vas pas trouver une région comme le Pays Basque. Ça a été un truc de malade. Déjà, sur la base, on part que le Pays Basque, c'est très gastronomique. C'est vrai, oui. Donc ça a aidé beaucoup, parce que Gross, il s'est lancé en 2013 en tant que Gypsy, mais en 2013, il y avait déjà la brasserie de Basqueland qui était en construction, il y avait la brasserie de Bidasoa en construction, il y avait Malaïsona en construction. Donc c'est pas que tout le monde était en train de se lancer, parce qu'on voyait qu'il y a du marché. Ici, la part vieille, tout ce qui est l'historique de San Sébastien, je crois que c'est les rues là où il y a plus de bars par habitant dans toute l'Europe. Ici, vraiment, on adore les bars. Ici, on ne fait pas de barbecue à la maison. Si, on en fait. Mais ici, l'habitude, c'est on est dans les bars. Sortir, aller boire un coup, manger un coup dans un bar. Donc là, tu voyais déjà qu'il y avait un peu de business à faire. Si tu regardes ailleurs, il n'y en avait pas. Et déjà, on va dire que c'est une région où les gens... Il y a du travail, il y a un peu d'argent. Donc tu savais qu'il fallait vendre de la bière beaucoup plus cher. Parce qu'ici en Espagne, la pinte de Heineken, ça fait 2,50 €. Une pinte de Sticky, ça fait 6 €, 7 €. Donc c'est quand même... C'est vrai que le gap entre une bière traditionnelle, enfin industrielle, et une craft est peut-être encore plus important éloigné, en Espagne qu'en France. C'est beaucoup plus éloigné, parce qu'en France, peut-être tu demandes une chouffe à 5 €, tu demandes une sticky à 7. Je mets un exemple, c'est pas forcément ça, mais je mets un exemple. C'est pas loin de la vérité. Mais ici, même la chouffe, elle peut être plus chère, je pense. Bon, c'est pour ça aussi que peut-être le marché français, il a vraiment démarré très très vite, parce qu'il a explosé. En 2013 en France, il n'y avait rien. En 2016, ça a commencé un petit peu. Mais 2019, avant le Covid, c'était déjà gros. Et en plus, on a vu qu'en France, tu as plein de brasseries qui se sont lancées juste avant le Covid ou pendant le Covid et qui ont quand même réussi à exploser. Non, ça a carrément explosé. Là, par exemple, on fait sortir des palettes. On travaille, comme je disais, il part à des Landes avec Centre Brassothérapie, ça marche énorme. Et là, on commence un petit projet, parce que comme on n'a pas beaucoup de bière, avec sa Speaking, c'est les birothèques à Toulouse, on va essayer de pousser. Mais comme je disais, on veut pas partir très loin. On veut rester à 200 km et on fait confiance tout le temps à des gens qui croient dans la brasserie, qui croient dans le projet et qui veulent la qualité du produit. Et pareil, si on ne se bourre pas ensemble, on ne fait pas la fête ensemble, il n'y a pas de business à faire. Je comprends. C'est la clé d'entrée. Exactement. Est-ce que quand la brasserie s'est lancée, dans un premier temps en Gypsy en 2013, le projet c'était déjà de faire des bières craft avec une orientation un peu geek? C'est compliqué à dire. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'IPA, quoi. C'est compliqué à dire. Il n'y en avait pas beaucoup. Tu commençais à comprendre et à entendre un peu dans la rue les houblons américains, les IPA, mais tu goûtais des IPA. Là, on goûtait des IPA à l'anglaise. C'était encore le point maltais. C'était encore... C'est rien à voir à ce qu'on a connu maintenant. Avant, une Easy IPA, c'était des erreurs de brassage. Et là, évidemment, c'est pas une erreur de brassage. Il faut bien savoir brasser une Easy IPA. On dirait que c'est facile et on dirait que c'est que rajouter de houblon, mais c'est pas du tout ça. Il faut vraiment gérer tout ce qu'il y a. Bon, je suis pas le côté professionnel au brassage. Ça, c'est baignade, mais il y a des côtés très très techniques à savoir gérer sur une Easy, sur une Stout, sur une West Coast. Évidemment, on trouve que notre West Coast, elle est partie très fort et grosse, elle s'est fait connaître parce qu'elle est très bonne. C'est les clients qui disent, c'est pas bon. Oui, bien sûr, non, mais je confirme. Moi, c'est les clients qui payent. Je pense que pour la première fois que j'ai goûté la Sticky, c'était il y a 3 ans. C'est vrai que j'avais trouvé déjà ça super bon. En plus, c'est une West Coast, mais qui est vraiment bien équilibrée. On a une bonne... en tout cas, moi, des souvenirs que j'en ai, on a une bonne amertume, un peu résineuse. Exactement. On a une aromatique qui est quand même très développée. Et on a le maltais qui est là aussi. Tout est bien là. C'est mixé, sa place. Parce qu'on part sur comme tu disais, l'aromatique un peu plus américain, mais une bière très très claire. On filtre pas, on a la centrifugeuse, mais on filtre pas, mais très très claire. Il y a le côté aromatique américain, mais il y a le côté maltais un peu plus anglais. Donc c'est un mix magnifique. Et au final, est-ce que c'est pas un peu
peut-être maintenant un avantage, là maintenant actuellement, d'avoir dans votre core range et dans votre bière un peu iconique cette Sticky qui est une West Coast, alors que la West Coast commence à revenir un petit peu aussi. Ouais, mais il y a la lager, tu disais, on parlait de la lager qui revient en force. C'est vrai qu'on est passé par toute une période où c'était que pour les New England et les Hazy. Ouais. Maintenant, la West Coast revient un peu plus timidement, hein, bien sûr. C'est toujours plus facile de vendre des Hazy, mais peut-être qu'avoir une West Coast qui est déjà bien connue et installée, ça peut être intéressant en ce moment. Après, c'est vrai que d'ici un an, la brasserie, elle restait à San Sebastian et un peu plus. Oui, c'est vrai. C'était pas, tant que j'ai pas arrivé, on n'a pas trop développé. Parce qu'il n'y avait pas l'intérêt, il n'y avait pas le personnel, il y avait le tabroom, il y avait la vente en ligne et un petit peu les bars dans le coin. Mais avec l'effort des distributeurs, avec mon effort, l'effort de la brasserie à essayer de tout bien faire, la West Coast, c'est pas que maintenant que c'est bien pour la brasserie. C'est depuis le début, parce que les gens, ils comprennent une West Coast. C'est vrai en plus que du côté Iparralde, même dans toute la France, ça a explosé si vite que ça a passé dans toutes les étapes. Donc ça a passé des brassages de blonde, ambrée, brune, ça a passé direct à faire des hazy IPA, des double IPA, des triple IPA, des trucs, des stouts de malade, des barriques, on le voit encore maintenant avec des sours. Les brasseries qui se lancent maintenant, en fait, elles ont limite le cheat code, elles savent ce qu'elles doivent brasser d'entrée de jeu. Exactement. Et une brasserie qui se lance là en 2020, 2021, elle arrive d'entrée avec des New England IPA, des double IPA, des grosses sour aux fruits. Et elle rentre en 6 mois dans le top 5 Untapped. Exactement. Donc c'est pour ça que oui, ici, la West Coast a toujours marché. Peut-être dans des autres pays, ça n'aurait pas marché forcément aussi bien qu'ici. Ouais, ici, il y avait un peu de tout. Ça a été step by step. Quoi. Tu vois, c'était petit à petit, ça a fait la différence. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'un brasseur qui sait gérer tous les styles. Et comme tu disais bien, la West Coast et surtout la lager. Bon, je suis pas très partant sur, comme je disais, sur la lager, pas parce que c'est pas bien, c'est magnifique, on l'a dans le tabroom, donc je peux l'avoir tous les jours. Ouais, mais le problème, c'est les chiffres. C'est une lager qui met quand même entre 6-7 semaines. C'est vraiment fait à l'ancienne. La lager a besoin de plus de temps de garde pour fermenter. Et pour tout le procès, même avec la centrifugeuse. Et que la levure, ça a un coût de un dry hop d'une Easy IPA. Après, je ne vends pas le fût au même prix. Donc, évidemment, c'est un peu la bagarre. Tu payes moins peut-être en matière sur une lager. Par contre, en même temps, tu as du temps d'immobilisation de fermenteur. Ouais, exactement. Et on pourrait paye faire au moins 2, presque 3 Easy IPA dans le même temps. Donc, pour moi, les chiffres, c'est pas pareil. Ouais, bien sûr. Mais on se fait plaisir et on joue à l'image. Nous, on n'est pas le business. C'est pour ça qu'on est là. Évidemment, on veut toucher le salaire. À partir du moment où tu peux te payer, tu peux te permettre de faire des bières sympas. Exactement. Donc on essaie de mixer tout ça sur une petite bombe qui est grosse. Et voilà. Et sur ça, évidemment, le plus important, c'est entre nous, s'amuser, être cool et de temps en temps faire la fête aussi, évidemment. Quand la brasserie s'est lancée physiquement, le local en 2017, d'entrée de jeu, ça a été créé avec un taproom, donc là où on enregistre. C'était indispensable pour la création. Qu'est-ce que ça a ouvert comme perspective d'évolution pour Grosse de directement se lancer avec une brasserie en dur et le taproom rattaché? Le taproom au début, c'était pas forcément le plus important. Déjà, quand vous allez venir, il y a un espace de table. La terrasse, elle n'était pas là. Il y avait que 3-4 tables. Oui, alors que là, la terrasse, c'est quand même assez sympa. Là, il y a de la place. Là, on a arrivé à pousser un petit peu. À l'intérieur, il y a quand même un petit peu de place pour manger, mais le comptoir et la cuisine, c'est restreint. C'est pas pensé à être un gros tabroom. Je vois. Alors le manager du tabroom, il fait vraiment de la magie avec l'espace qu'il a, vraiment de la magie. Donc c'était pas forcément le plus important. Le plus important, c'était vendre de la bière grosse à San Sebastian. Déjà à la base, il y avait 3 fermenteurs, petite brasserie, on arrive à brasser, on fait ça. Ils étaient à 3 personnes et voilà, c'était l'esprit. Mais une fois que ça a commencé à pousser le marché, Andoni il était content. Bon, évidemment l'accident, il y a eu un petit stand-by comme je disais. Mais après ça, il s'est fait plaisir et il a fait rentrer une équipe professionnelle. Et c'est là qu'on a décidé que, évidemment,
les chiffres du taproom, c'est très très important pour le business. Ça aide beaucoup à payer mon salaire. Quand tu vends sur place une bière produite sur place, forcément, tu t'évites les frais des intermédiaires, la marge est plus importante. Et en même temps, tout le monde s'y retrouve parce qu'un consommateur va payer sa bière ici à un prix tout à fait raisonnable. Alors, il ne faut pas non plus faire de concurrence avec... On fait attention. Oui, c'est une part importante du business, mais quand même, en volume, ça reste entre le 10 et le 20%. Oui, non, bien sûr. C'est pas le plus important. Mais ce volume-là... Ah oui, le marge, il est beaucoup mieux. Permet de bien vivre. Donc il y a beaucoup de gens qui ouais, mais tu brasses ici la bière, je pourrais payer à 3 € la sticky. Alors je vais dire, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Je ne peux pas faire la concurrence à mes clients. Et surtout pour moi, c'est le plus important. Quand tu as un rayonnement très régional, en plus, c'est d'autant plus compliqué. Voilà. Et nous, vraiment, l'idée, c'est rester à 200 km. Après, on envoie un petit peu de bière en Roumanie, on envoie un petit peu de bière, Paris, j'en ai déjà trouvé en région parisienne. Donc, Exactement, oui. Charles, il en vend, Crabière France. Oui. Mais l'idée, c'est rester dans le coin. Et si je dois avoir de la bière, évidemment, ça va être pour vendre d'ici à 200 km. Si après ça, j'ai un peu de bière à réserver pour le reste, je vais la réserver. Priorité au régional, le local, il vend le 100% de la brasserie, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'on veut être local. On voit ça déjà aux États-Unis. Parce que là, on évolue. Mais les États-Unis, ça fait au moins 30 ans qu'ils sont dans le craft. Bien sûr, mais ça évolue. À chaque fois, il y a plus de brasseries, il y a plus de concurrence. Qu'est-ce que je vais faire? À faire du business, moi, en Allemagne, en Belgique, en Italie. Je peux vendre une palette, 2 palettes pour faire pousser la marque. Mais je ne vais pas faire du business. Forcément, il y a des brasseries italiennes, il y a des brasseries allemandes qui font du taf beaucoup mieux que moi. Ils ne doivent pas payer les frais. Mais ça ne reste pas que dans le monde du craft, il y a la nouveauté. Donc une nouvelle bière de temps en temps. Mais est-ce que je vais me batailler à faire tous les mois des nouveaux distributeurs jusqu'à que je fasse tous les pays du monde? Mais non, je veux être fort ici. Je veux que les gens ils viennent au taproom. Même mes clients, on fait beaucoup d'efforts pour ramener les clients, pour s'amuser, pour même faire des fêtes. Avant de commencer la saison dans les Landes, Iparalde, on a fait une fête barbecue en France, on a fait une barbecue, on a invité tous les clients, on s'est amusé, ils sont venus, ils ont bu des bières jusqu'à mourir, on va dire. Donc c'est ça l'esprit, c'est carrément ça l'esprit. Et après, on développe ce qu'on peut en image et faire découvrir la bière aussi ailleurs pour pouvoir goûter la bière grosse, évidemment. Pour en revenir un petit peu plus sur la partie technique, niveau matériel, là, du coup, on est sur une salle à brasser 15 hectos, des fermenteurs de 30. Exactement. On a un petit fermenteur à 15 aussi. Ouais. Et là, les expérimentales, avant, c'était pour l'expérimental. Donc là, on est arrivé à un niveau, les expérimentales, ça passe en 30 aussi. Il n'y a aucun problème. Mais le petit fermenteur, là, moi, il m'aide à récupérer la levure de la lager pour pas devoir payer ce qui coûte à chaque brassage. Parce que mine de rien, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que la levure sur un brassin, ça coûte une petite billet. Alors, sur la bière normale, sur Nézy, sur la West Coast, mais là, on arrive à réutiliser parce que le fermenteur, il tourne. Donc, tu peux tout le temps en profiter. Voilà, il y a vraiment une organisation en logistique. Même l'entrepôt, tu l'as vu, il est très petit, il se remplit, il se vide toutes les semaines. Mais surtout la levure de la lager. Allez, je peux le dire, ça peut coûter entre 1100 et 1300 euros. Ça dépend un petit peu quand tu l'achètes. Là, il y a tout le monde, évidemment. Plus en ce moment, exactement. C'est quasiment le prix d'un dry hop d'une bonne Easy IPA. Et quand même, ça pique. Alors, il faut en vendre de la canette de Crispy pour la levure. Je peux en profiter 4 fois, mais alors pour ça, j'ai besoin de bloquer un fermenteur, un gros fermenteur, et le petit fermenteur tout le temps pour faire. Et c'est pour ça qu'on laisse Beignat s'amuser à faire des différentes lagers. C'est parce que vous avez ce petit fermenteur que vous pouvez lui attribuer. Voilà, pour éviter un peu la bagarre entre lui et moi. Ouais. Parce que là, par exemple, on a une Czech Amber Lager magnifique, Polo de ma vie. Même ce batch-là, on l'a même pas sorti en distribution. C'est vraiment un volume trop petit. Et c'est pour le taproom et un petit peu plus, on va dire. Mais voilà. Ouais. Et là, quelques bars dans la région, et pas plus. Même pas quelques. Ah oui, d'accord. Un bar dans la région. Et après, là, par exemple, il a brassé. Comme on aime bien les fêtes, on va faire l'Oktoberfest, évidemment. Ouais, bien sûr. Donc là, il fait une fest bière pour pas avoir tout le temps la même référence. Donc comme ça lui fait tourner dans des lagers différentes pour montrer son travail, faire voir ce qui s'est brassé sur les lagers, et après aussi évidemment pour profiter le coup de la lager, de la levure. Du coup, tu sors quoi, un peu plus de 2000 hectos à l'année, c'est ça? Là, alors, moi j'ai rentré
2021. 2020, c'est resté à, allez, on va dire, c'était à 1000 hectos, ou un peu moins peut-être. Ouais, ok. Moi, j'ai rentré l'année dernière en août. On a passé à 1600, 1700. Et cette année-là, on espère arriver à 2100 parce qu'on n'a pas plus de place et de logistique. Et du coup, c'est bien. C'est-à-dire que quand même sur 2 ans de temps, on a ça a doublé, une évolution qui a doublé. Qui a grandi très très vite. Ça a doublé. D'ailleurs, j'en profite. Est-ce que ça questionne pour des évolutions de la brasserie, un nouveau local ou quelque chose comme ça ou Pas à alors, l'instant. Pas pour le moment. On n'a pas l'idée. Vraiment, Ouais. c'est la raison que Beñat et moi, on est ici. C'est parce que je crois que c'est le seul, après l'image, après l'esprit, après l'amitié qu'on a avec Andoni, je crois que c'est la seule brasserie qui vraiment veut rester là. Je répète, il n'aime pas travailler. S'il doit pousser et payer 20 salaires, là, il va devoir travailler. Donc, je crois que vraiment, c'est pour ça. Attends, je demande. Benny, Ben. Bon, voilà, en plus, Beñat, il nous sert de bière. C'est magnifique. Il va faire travailler le patron, c'est dingue. Ah non, lui, c'est pas le... Lui, non. Le brasseur, pardon. Bon, il pourra le faire. Hein. Peut-être. Allez, après, on va lui demander au patron, voir s'il travaille. Voir s'il travaille ou demande quelqu'un de travailler. Donc voilà, comme je disais, Beñat et moi, on est là justement parce qu'on s'amuse dans la bière, on aime bien toucher le salaire, on est professionnel, mais on veut un petit projet qui fait les choses bien, très bien géré, très bien brassé. Comme vous l'aimez aussi. On nous a donné la clé, donc en fait, les boss, c'est Beñat et moi. Ouais. Après, Andoni, on lui demande même pas. Après, si c'est très cher, il faut demander. il vient boire des bières. Et voilà. Exactement. C'est des bons moments avec les copains. Voilà, c'est exactement ça. En parlant tu parlais de Beñat, tu l'avais évoqué au tout début, il s'est formé lui donc à Munich, en Allemagne. On sait que l'Allemagne, ça reste un pays très attaché aux traditions sur la bière. Et la scène craft a eu du mal à prendre chez eux, a pris plus de temps à se développer. D'ailleurs, encore très en retrait, même s'il y a des trucs très cool. Mais c'est un pays qui est très très attaché à sa tradition, ses lagers, ses styles, ses bock et ainsi de suite. Est-ce qu'une formation allemande est pas justement trop traditionnelle pour quelqu'un qui veut bosser dans la craft et brasser des grosses NEIPA? Alors oui, tu me disais que lui il avait aussi bossé ailleurs. Donc. Lui alors je te raconte un peu plus en détail. Bon après sinon si tu veux il peut vous raconter un petit peu l'histoire si vous voulez. De toute façon je fais un petit résumé. Après si tu veux et sinon ça dépend un peu de toi. Alors Beñat il est parti, donc son oncle il faisait collection d'étiquettes de bière quand lui il avait 15 ans. D'accord. Donc son oncle, il lui a fait carrément comprendre que la bière, c'est la vie. Ouais. Et à 17 ans, il a décidé de partir en Allemagne, travailler dans des travails de merde pour apprendre l'allemand. À 18 ans, avec 1 an d'école, alors 8h, 9h de travailler, plus 8h, 9h d'étudier l'allemand, pour rentrer à 18 ans dans l'école de brasseur de Munich. Il a fini les études dans le top 10 des études. Donc vraiment, c'est un master, quoi. Ouais, vous avez récupéré une belle pointure. Voilà, exactement. Donc, il a fini ses études à 22 ans. Et à 23 ans, il était le head brewer de Napar Beer. Ouais. Voilà, donc déjà très jeune. Déjà beau CV, quoi. Voilà, 23 ans ou 24 ans, parce qu'il a bossé pendant les études et après les études dans les brasseries en Allemagne, voilà, comme je disais, pour apprendre le côté classique formation. Donc on va dire qu'il a tout appris. Il sait vraiment commencer la tradition, c'est pour ça qu'il fait de la bière comme il est fait. Évidemment, il a bossé avec des gens que ça faisait 50 ans qu'ils travaillaient dans la bière à faire la même chose. Il disait avec des mecs, en plus, il leur offre 50 litres de bière par mois. Il ne savait pas quoi faire avec la bière, en fait. 50 litres par mois, oui. C'est sur la loi en Allemagne. Si tu travailles dans une brasserie, tu as droit à 50 litres de bière. Ouais. La vache. Il ne savait plus quoi faire avec la bière. Ça commence à faire un peu, ouais. C'est pas mal, hein. C'est presque 2 fûts de maintenant. Hein. Ouais, il faut aimer boire. Donc là, il est arrivé, il y avait des mecs à 50 ans avec sa panne de bière à 8h du matin et qui faisaient les mêmes choses, le même travail pendant 50 ans ou 40 ans. Voilà. Et donc, il a appris vraiment la tradition. Mais après, il a décidé de partir du monde traditionnel classique en ayant appris tout ce qu'il a appris, évidemment. Pour rentrer, à cette époque-là, il y avait Napar Beer, comme je disais, il y avait Dougals. Il voulait rentrer en Espagne et il est parti en Catalogne. Allez, encore, j'ai merdé là. Donc, il est parti en Catalogne pour être le head brewer de Napar Beer. C'est là qu'il a appris. Après, il est revenu à la Navarre pour faire pousser le projet à la Navarre. Et de là, il est parti. Il avait des offres de Siren, de Lervik, un peu partout. Ah oui, et il est parti en Pologne. Ouais.
Okay. Après, chez Stumosto. Ouais, chez Stumosto quand même. Après, Stumosto, quand même une belle c'était pas ce aussi. que c'est maintenant. Hein. Ah oui, c'était à quelle époque il est parti il y a 4 ans en Pologne. Oui, c'est vrai que Stumosto, c'était encore là, la bouteille 50. Et c'est un peu grâce à Beñat que ça a triplé vraiment les volumes et le truc. Il est venu apporter une vision plus craft et un peu exactement. plus geek. Oui, parce qu'en Pologne, c'était la vente de lager. Oui, bien sûr. On le voit encore d'ailleurs dans la gamme dans la gamme à de 50 Stumosto, centimes le demi-litre. Et voilà. Et ils ont encore ces bières-là dans la gamme de Stumosto en bouteille 50. On retrouve la lager ou une IPA, mais très, très classique. Et exactement. Au final, il est venu apporter cette patte qui fait que Stumosto maintenant rayonne aussi un peu partout en Europe. Exactement. Et après, si tu vois Stumosto maintenant, tu as des sour, c'est super, easy, c'est super réputé. Des stout, c'est super réputé. Je pense que c'est peut-être une des brasseries polonaises qui est le plus connue en Europe avec Funky Fluid ou des brasseries comme ça. Mais je pense que Stumosto déjà avant en plus. Donc ça revenait à la question de est-ce que c'est pas trop traditionnel? Oui, mais bon, il a 32 ans, il a fini ses études à 22, il a fait Red Brewer de brasserie qui a fait pousser un truc de malade avec les nouveautés. Mais pourquoi? Parce que comme je disais, lui il finit son travail, mais après il étudie, il fait des tests, il fait des recherches, il parle avec tout le monde, il n'arrête jamais d'apprendre, jamais. Et c'est pour ça qu'il arrive à faire n'importe quel style de bière avec une très grande qualité. Ouais, je vois. Alors, toi, tu bosses aux ventes et notamment à l'export. Ouais. Du coup, je pense que tu as une vision assez généraliste du marché de la bière craft. Oui, mais ça fait pas que là. Oui, bien sûr. Ça fait depuis longtemps. J'aurais aimé travailler plus en local, mais évidemment, dans les brasseries, si tu veux compléter la production, il faut évidemment faire de l'export. Ouais. Mais du coup, est-ce que ton rôle, on va dire, à travailler avec de l'export, ça te permet d'avoir une vision du marché à l'international sur les autres marchés? Oui. Comment tu situes le marché de la craft en Espagne, justement? C'est une très bonne question, en fait. C'est une très bonne question parce qu'on va dire que l'Espagne, au niveau européen, bon, il y avait l'Italie. D'abord, ça c'était les premiers à commencer à avoir. Bon, là tu vois en Italie, tu as des brasseries de malades. Oui, bien sûr. D'ailleurs, sont très confidentielles chez nous parce qu'elles bossent en grande majorité sur un marché local où il y a suffisamment de demandes et ça s'exporte très peu. Et on aimerait bien que ce soit comme ça aussi dans tous les pays, évidemment. Mais alors, bon, il y a l'Italie qui a commencé et l'Espagne qui a commencé. Et l'Espagne a commencé à un niveau très, 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 très fort. Je pourrais attribuer ça, on va dire, juste le craft, il a poussé après une grosse crise. Et donc ici, il y a beaucoup de monde qui a profité à faire une brasserie parce qu'ils avaient perdu son travail, parce que, plusieurs choses. Et le problème en Espagne, c'est qu'on commence à voir que le côté professionnel, il n'était pas trop là. On va dire, j'aime la bière, ok, j'aime faire ça, j'aime m'amuser, etc. On faisait des festivals, tu connais des gens, c'est magnifique. Mais après, il faut être professionnel. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'on commence à voir qu'en Espagne, il y en a beaucoup de brasseries qui commencent à tomber. Donc le marché, il a poussé très, 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 très fort, et tout d'un coup, il commence à bloquer. Par exemple, en France, on voit que ça développe chaque fois plus. Et tu as d'autres pays, Finlande qui commence à pousser maintenant, tu as Danemark qui a poussé il y a 5 ans, et là c'est un truc de malade, Norvège, tu as plein de pays que tu commences à voir. Même l'Angleterre, on parle d'un pays de tradition, mais sur le craft actuel, ils sont assez précurseurs en Europe. C'est vraiment très fort. Ouais, bien sûr. Moi, je pourrais dire que pour moi, le meilleur exemple, c'est l'Angleterre. Parce que les brasseries anglaises aussi, quand elles arrivent ici, elles arrivent à un prix de malade. Parce que c'est pareil. Si tu veux l'acheter, tu l'achètes, mais sinon, c'est vendu en Angleterre. Ouais, bien sûr, ils ont suffisamment de demandes en local pour pouvoir réussir à vendre et ne pas s'embêter à faire Exactement. Et donc, c'est là où on voudrait arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi en Espagne? Déjà, le prix, c'était une barrière. Mais après, en plus, quand tu arrives dans un bar en Espagne, il y a un bec ou 2 becs, normalement, de bière industrielle. Quand tu veux placer un bec de ta bière, il faut faire un investissement, il faut avoir de la place, il y a beaucoup de contrats brasseurs, donc c'est très compliqué. C'est pareil aussi en Espagne, ça. Oui, mais bon, quand tu vas déjà dans d'autres pays, les gens, ils boivent de la bière. Mais le problème, c'est qu'en Espagne, on a l'habitude de boire des verres de vin, des verres de vermouth, des verres de n'importe quelle boisson avec de l'alcool qui n'est pas forcément de la bière. Voilà. Dans le reste des pays, tu vois que tu arrives dans un bar, tu as 10 becs. Même si c'est de la bière industrielle, même si c'est du craft, normalement, tu arrives dans un bar, tu as 10 becs.
ou 6 ou 7 ou 15. Donc là, c'est pour ça que je crois que l'Espagne a bloqué un petit peu sur le craft. Et c'est pour ça qu'il y a des brasseries qui commencent à disparaître. Et c'est pour ça que les brasseries professionnelles, on reste. Ça commence à faire un petit nettoyage, on va dire. Ouais. Et dans le reste des pays, ça continue à pousser. Parce qu'il y a plus de place, parce que les gens y boivent. Tu vois, en France, ça reste assez similaire en fait. Là, le chiffre global de brasseries continue à augmenter parce qu'il y a quand même beaucoup d'ouvertures. Mais on voit que tu as quand même, malgré tout, plus de fermetures que les années précédentes. Au final, le solde, il reste positif, mais si tu veux dire, tu ouvres 50 brasseries, tu en fermes 30 en parallèle. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. En gros, il y a ceux qui sont mieux structurés, qui ont une distribution peut-être plus saine, arrivent à... Et ceux-là qui restent, tu vois qu'ils poussent. Ouais, c'est vrai. Il pousse bien. Tu vois, ici, oui, le marché global, en termes de volume, il y a encore de la place. Voilà, exactement. C'est juste que ça va venir un peu plus se concentrer sur certains acteurs. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à dire, quoi. Déjà, en premier temps, comment j'ai connu le marché international, c'est faire des festivals et se bourrer, quoi. Donc là, tu connais des brasseurs. Partie du travail. Tu connais des brasseurs, tu connais des bars, tu fais des événements, tu fais tout. C'est là que tu commences à voir, tu commences à comprendre un petit peu le marché partout. Mais comme je reviens au début, nous, l'intérêt, c'est rester local. Ouais. Et local, je veux dire, il n'y a pas de frontières. On reste local. C'est local, il y a un rayon autour de la brasserie. Mais pour ça, moi, j'aime bien dire Espagne, France, ça on ne vient pas de l'Espagne ou on ne vient pas de la France. On vient du Pays Basque. Ouais. Voilà, exactement. Il y a un côté aussi très... je ne sais pas si chauvin peut marcher, mais pour les Basques, oui. Leur patrie, avant tout, c'est le Pays Basque, plus que la France ou l'Espagne. Exactement. Il n'y a pas de pays, il n'y a rien. Il n'y a que le cœur qui est basque, simplement. À l'heure actuelle, je ne sais pas si tu arrives encore à avoir justement l'intégralité de ta production qui est en local, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que représente le marché français pour Grosse ? C'est un marché important après l'Espagne ? Est-ce que je pourrais te dire carrément, si je parle du local en 80%, 40-40. Ok. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est vrai qu'on pousse un peu plus même en France. Voilà, comme je t'ai dit, on a démarché un petit peu. Et surtout l'été, évidemment. L'été, on est très très fort sur les Parales des Landes. Donc là, on est très fort. Mais en hiver, je pourrais bien dire qu'on reste sur 50-50 entre les deux côtés. Les deux côtés, oui. Mais l'été, ça pousse un peu plus. Là, maintenant, avec le nouveau projet, avec Julien, avec sa speaking, là, ça peut prendre un petit peu plus de force. Mais bon, la bière, elle va rester locale. Donc, s'il faut envoyer de la bière ailleurs, il sait que ça va rester plus dans le coin. Évidemment, Toulouse, bon, après Bordeaux, ça continue à rester dans les 200 km. Et c'est pareil pour mes distributeurs en Madrid-Barcelone. S'il n'y a pas de la bière pour eux, c'est parce que c'est vendu ici. Si de temps en temps, ils ont fait une réserve de bière, allez, je vais la garder. Mais on veut quand même rester là. Et sur le local 200 km, je pourrais te dire que c'est presque moitié-moitié. Salut, je fais une petite pause dans ce podcast pour te dire que si tu aimes ce que je fais, tu peux toujours aller noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou toute application de podcast. 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment t'aimes beaucoup et que tu veux nous soutenir, on est sur Patreon, patreon.com/siroton le houblon. Tu peux faire des dons avec plusieurs paliers et pour certains paliers des contreparties, mug, t-shirt, sweat, voilà. Merci pour l'écoute et à bientôt. Est-ce que tu penses qu'il y a un profil Grosse dans les bières et compagnie? Ouais, je t'explique pourquoi j'ai préparé cette question. C'est que moi, quand j'ai découvert la brasserie, il y a à peu près 3 ans, 4 ans, les premières bières que j'ai connues, bon, certes, c'était la Sticky, et après, tout ce que j'avais goûté à côté, je trouve qu'il y avait quand même un profil assez, sec, amertume du houblon. Exactement. Et un peu en décalage avec la mode des Neipa qui commençait à pousser en France. Alors, ça au début... Enfin, toi, en France, on parlait de Piggy, que vous avez fait une collab. Nous, en France, on a cette mode de la Neipa assez grasse, ultra aromatique. Pas du tout. Ouais, voilà. Enfin, je ne veux pas dire qu'on ne le fait pas. Mais c'est pas l'habitude. Ouais, c'est vraiment pas l'habitude. Ici, on pourrait mettre l'exemple de Baskeland. Donc, c'est vrai qu'il y a une mode très très forte sur le côté très voineux, très crémeux, très... voilà, non, dans ce côté-là, tu es un peu plus lourd de la bière, mais vraiment surprenant. Tu ouvres une canette à 3 mètres, tu la sens. C'est un truc vraiment très, très, très fort. On n'a jamais voulu rester là parce que c'était pas le style de brassage de Grosse. C'est pour ça qu'on est très fort sur la West Coast. Même Sticky, même on sort de temps en temps des West Coast, ça part même plus vite que la Easy parce que c'est reconnu, Grosse est reconnu comme une brasserie
qui tient l'équilibre entre le point fruité, levure verdante, bière très houblonnée. Mais on reste, comme bien tu as remarqué, c'est côté sec, c'est côté amer. Même sur une double IPA, même sur une Hazy IPA, une New England, etc. On essaye de garder cet esprit-là parce que justement, c'est notre esprit. Et on ne veut pas... on joue à nos goûts aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'adore boire des New England Boinet, des Picky, des Basquelan. J'adore. Mais moi, je peux boire 10 pintes de Sticky, mais je ne pourrais pas boire 10 pintes d'une bière on est d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on essaye tout le temps de garder cet esprit-là. Okay. Ouais, d'ailleurs, là, moi, je suis passé sur la petite Pale Ale dont on parlait tout à l'heure. On retrouve ce côté, tu vois, quand tu m'en avais parlé à mi-chemin entre la Pale Ale américaine et anglaise, je trouve qu'elle a quand même plus le profil d'une américaine. On a une belle amertume. Ouais. Et je trouve qu'on a une aromatique qui est super développée et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur des Pale Ale, surtout à ce degré d'alcool-là. Et quand même, tu gardes le côté maltais. Ouais, bien sûr. Et après, le gaz, il est un peu moins lourd, on va dire, léger, parce que c'est plus buvable. C'est beaucoup plus facile pour une bière à pinte. C'est un peu surpris, le style de paf anglais à 4 degrés, pinte et... Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été surpris quand j'ai commencé à la boire. En fait, tu gardes toutes les caractéristiques de la Pale Ale ultra pintable, facile à boire, légère, et à côté de ça, tu as quand même une bière qui est très aromatique et avec une belle amertume assez sèche. Je trouve que c'est très très bien foutu. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'était vraiment l'idée. Ça marche bien. Après, c'est vrai que c'est sticky. Et là, on l'a fait pousser petit à petit et ça va. Sûr. Les gens, ils aiment bien. Ils aiment beaucoup ça. Donc, ça marche très très bien sur le Core Range et sur les Easy. Là, on commence à avoir un petit peu les deux côtés, mais tout en gardant l'esprit que tu disais tout à l'heure. Ouais. Alors, je pense qu'on va rentrer dans un dernier point que j'avais préparé, mais qui est un sujet assez important. C'est tout ce qui est autour de l'image de la brasserie, la communication et ainsi de suite. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez marquant quand tu commences à suivre Grosse sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, ou même quand tu viens à la taproom, qui est quand même assez incroyable en termes de déco. C'est qu'il y a une image qui est extrêmement travaillée, très décalée, moi j'aime beaucoup, mais qui est, on a une sorte d'identité visuelle très forte, avec, je trouve qu'il y a des inspirations qui vont un peu sur les côtés... un peu rétro années 80-90. Carrément. Et à côté de ça, il y a un esprit qui a l'air un peu punk aussi. Très punk. J'attendais que tu finissais pour dire, et on est très punk. Ouais. Attends, regarde, Andoni, cierra la puerta del baño. No, que es para que vea el... c'est moi un poil à Paris. J'avais vu passer la vidéo. C'est bien. Donc, toi. C'est très punk. C'est très très punk. Donc voilà, on a posté. On s'est même fait bloquer sur Instagram parce qu'on a posté la vidéo en train de me mettre à poil à Paris. Après, il y a une histoire. C'est une vidéo, c'est Make the Girl Dance. Je recherchais la vidéo il n'y a pas longtemps, je ne la trouvais pas. C'est ça, elle a disparu d'Instagram. Elle a disparu d'Instagram parce qu'ils ont bloqué la vidéo. Après, je te la passe si tu veux. Si tu veux la mettre. Je ne vais pas me faire bloquer mon compte à moi. Mais... donc c'est vraiment très 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 punk. On fait la vidéo comme ça, après on fait des événements, on se fout des topages à la con, on fait voilà, c'est vraiment l'esprit. Et dans l'univers visuel, on a aussi bien derrière toi des affiches avec un mec qui pisse sur des CRS avec comme slogan More Hops, Less Cops. À côté de ça, on a un univers graphique très rétro, je trouve, mais rétro années 80-90. Avec toutes les couleurs un peu... Même on a la machine ici. Il y a la borne d'arcade. Voilà, exactement. Même les petites TV, là, c'était des TV de banque des années 70 ou années 80. Non, c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très Après, très décalé. Le tableau de bière, c'est comme si c'était un airport. Donc, il y a Last Arrival, il y a New Arrival, Last Call, il y a un petit avion, départ, arrival, truc. Il y a vraiment, c'est très, très pensé. Et c'est très pensé en plus pour faire le côté punk. Et c'est pas facile à faire. Même Andoni, il a aussi une vidéo. Après, il y a la vidéo de Gin Tonic. Je sais pas si tu l'as vu. Il est énorme. Du gin. Alors, toi, t'as peut-être pas suivi tous les podcasts qu'on a fait avant. Ok, non. Mais ça fait partie de nos. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les brainworms. Dans nos brainworms, avec un pote avec qui on fait le podcast, on a, et d'ailleurs c'est dans la table de son,
business in Voilà. the front, party in the back. Voilà, ça fait partie de nos trucs à nous. Ça nous a fait éclater de rire. On a adoré. Il y a une communication très très décalée. Après, il a fait une vidéo. Mais il faut vraiment oser, quoi. Moi, j'aurais une entreprise, j'aurais jamais fait ça. Il y a Keller, je sais pas si vous connaissez, c'est une bière industrielle qui se brassait à San Sebastián, D'accord. qui maintenant est brassée à Barcelone par Dame. Ok. Donc là, Keller, comme il veut jouer le drink local, ils ont foutu la baie de la Concha sur l'étiquette. Ok. Et donc, elle s'est mis drink local. Et c'est brassé à Barcelone. Donc à Donny, une fois, ils ont mis une grosse pancarte sur un bâtiment, mais énorme. C'était au moins 20 mètres d'eau, plus 15 Oui, mètres, tout blanc, avec la bouteille et la baie de la Concha sur l'étiquette. Plein centre-ville, en face du Maria Cristina, à côté du Cursa. Donc tout le monde pouvait voir l'affiche. Et ben, Donny le con, il est parti un soir. Et il s'est habillé en mode avec une écharpe, pas une écharpe sans voir, avec un chapeau, voilà, comme ça, tout en discret, et avec des Montana, des sprays. Et il s'est dit, mais ça peut être marrant si je fais ici, je mets Fac Keller, drink local. Il a monté sur le bâtiment, il a dessiné tout le panneau, tout le truc. Il a monté l'histoire de 2h à 4h du matin avec des lumières de police qui l'ont poursuivi. Ben, c'était un fake. Tu vois, mais il a posté ça à 2h du matin. Tout le monde a commencé à écrire. Le brand manager de Keller essayait de trouver Andoni partout. Et après, c'était un fake, tu vois. Bien sûr. Mais tout le monde a été voir la fiche de Keller. Ouais. Ah, c'était un truc incroyable. Je dis non, mais génial. là, t'es un malade parce qu'il y avait des commentaires t'es fou, comment tu peux faire ça? C'est du business, une entreprise, t'es un malade, c'est pas bien ce que t'as fait. Et c'était un fake. Ouais. Mais il faut avoir quand même un peu les couilles pour arriver à faire ça, tu vois. Et du coup, toute la partie créative, communication et compagnie, c'est Andoni qui l'a fait. Alors, c'est Andoni et Costas. Costas, c'est un très bon pote d'Andoni, un petit associé de Gross quand ils étaient Gypsy, donc là, il continue. Et c'est lui qui fait tout le côté affiche, qui donne, on va dire, c'est Costas qui donne la forme à les idées d'Andoni. D'accord, je vois. Ouais, Anthony, c'est le créatif. Voilà. Et Costas, de temps en temps aussi. c'est un peu il fait ses trucs aussi en indépendant. Ouais, bien sûr. Pour Gross, évidemment. Mais donc, c'est le mix entre les deux. Et toi, alors, comment tu décrirais ou résumerais la communication et l'image de Gross? C'est quoi l'image de la brasserie? C'est compliqué à dire. Pour moi, le mot, c'est tout le temps ou bien c'est rock'n'roll ou bien c'est punk. Ouais. Pour moi, c'est très punk. Donc, c'est vraiment ce que j'aime bien. Mais après, c'est comme tu dis, c'est punk, mais il y a un travail derrière impressionnant. Ouais, bien sûr, c'est impressionnant. C'est punk, mais c'est pas non plus que des trucs faits de manière spontanée ou sur des coups de tête. C'est pas tout le temps violent, c'est pas tout le temps... Et la communication, elle est quand même relativement bien pensée et réfléchie. Ouais. Ben, à chaque fois, déjà, même les photos, même tout, moi, quand je pars tout seul en voyage, moi, je prends des photos. Moi, je suis nul en communication. Vous pouvez rentrer sur mon Instagram, c'est de la merde. Je suis complètement nul. Moi, mon travail, c'est la vente et c'est l'administration. C'est tout. Ouais. Après, je prends des photos sur les événements. Ils postent jamais rien. Donc, si la photo elle est pas bien cadrée, s'il y a un mec qui est vraiment, pas truc, c'est précis, quoi. Ouais, c'est très très. Même si on dirait pas, c'est très très pensé. Il y a beaucoup de travail derrière et c'est incroyable. Donc, il n'y aurait pas un mot vraiment où pouvoir expliquer le mix entre les deux choses. Le côté professionnel, travaillé, et le côté vraiment punk, un peu à la folie, quoi. Ouais. Et toute l'image d'ailleurs de la brasserie qui est retranscrite sur là ici visuellement dans le taproom, le côté rétro mais aussi sur les réseaux sociaux, on le retrouve aussi avec toute la partie merch et goodies. Vous faites énormément de merch, je trouve, pour une brasserie de votre taille. Et surtout, c'est différent. Et il y a des collections, ça change tout le temps. Et c'est différent. Je sais pas comment vous avez sorti de design de t-shirts et de casquettes, mais c'est c'est ça. Beaucoup. Déjà, quand on y va au festival, moi tout le temps, c'est je veux ton sweater, je veux ta casquette, je veux ton truc. Andoni, il me dit non mais il y a un moment où tu commences à
offrir des trucs, et oh, il faut payer ça. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça rentre pas dans ton salaire. Je dis, ok, ça va. Mais tu vois les collections, il y a des trucs jaunes, mauve, vert, blanc, violet. Il y a des couleurs, c'est vive. Si la mode après, c'est ça. Il y a même les t-shirts avec, more hops, less cops. Il y a des t-shirts. Il y a plein de collections, il y a plein de trucs. Au final, Grosse, c'est presque autant une marque de fringues qu'une brasserie. Après, on gagne pas sur les fringues. Ouais, bah, On gagne rien sur les fringues. Mais oui, évidemment. ça fait partie de la Là, communication. comme je disais, on a fait des événements avec Poukas. Là, on va travailler aussi à faire avec Rock. Il y a un studio sur Osegor. On va qui travaille aussi des lignes avec l'île du Malte. Avec, c'est un peu plus skate, c'est un peu plus tattoo. Ouais. Voilà, on essaye de travailler plusieurs collections. Et finalement, Grosse, qu'on dit, c'est l'image. C'est une part d'image très, très, très forte. Et donc, on veut rester sur ça, évidemment. Il y a un point d'ailleurs que j'ai pas évoqué quand on parlait de l'image. Il y a toute la partie étiquette. Et notamment, vous avez une collection d'étiquettes qui est, je trouve, super créative. C'est toute la partie, les autres. Alors, il y a un moment. Il y a les étiquettes que tu mets sur une platine. Ça, c'est les collaborations tout le temps. Okay. Les collabs, par exemple, avec Piggy, c'est un petit cochon qui sautait. Déjà, que pour l'étiquette. Pour remettre dans le concept, c'est une étiquette, ça reprend le concept du Zoetrope. Donc, Zoetrope, il y a exactement. plein d'images. Et quand ça tourne à une certaine vitesse, l'œil voit une image en mouvement. Voilà, exactement. Quand tu le mets sur une platine vinyle à, je sais pas, 45 tours, je sais pas combien c'est. Je suis pas sûr. Mais voilà, je vais dire des bêtises. Il y a une certaine vitesse sur une platine vinyle, tu le mets dessus, ça tourne et tu retrouves en fait avec une étiquette animée. Voilà, exactement. Et là, déjà avec Lorenzo, c'était Mon Cherry avec TX. Donc Cherry en basque, ça veut dire cochon. Donc c'est Mon Ça Cherry. reprend le Voilà, cherry, et c'est le petit cochon qui saute. Ouais. Voilà. Donc Okay. là, il y a un niveau créatif impressionnant. Ouais. Il y avait un moment où ils ont commencé à faire des étiquettes vraiment différentes, avec beaucoup de trucs bizarres. Ouais. Mais on a essayé maintenant de tout le temps garder l'esprit Grosse. Sauf les collaborations, on travaille sur les zoétropes, comme tu dis. Sur le reste des étiquettes, on aime bien que ça pour représenter la marque, évidemment. Ouais, gros, c'est en On énorme, que ça soit en gros, vertical voilà, milieu et Grosse, très grand, en vertical, et après on joue sur ça. Voilà. De temps en temps, on fait des petits trucs, mais voilà. Et je reviens sur le nom de la brasserie, donc Grosse, tu me disais que ça vient d'un quartier de Saint-Sébastien. Voilà. À côté de ça, en anglais, ça veut aussi dire dégoûtant. Oui. Oui. Est-ce que du coup, c'était déjà pensé dès la création de la brasserie? Non. Alors, est-ce que vous avez Donny, il parlait pas anglais, il parlait pas français, parce que Grosse, on sait bien ce que ça veut dire en français aussi. Oui, bien sûr. Aussi, oui, c'est vrai. Et est-ce que du coup, en vous ouvrant un peu à l'international, ça a été, il a fallu réfléchir à comment jouer sur ce nom et sur. Non, pas forcément. Ça a été vraiment, il avait l'idée sur le truc Grosse, quartier, c'est double S avec San Sebastian. Oui, bien sûr. Et il n'a pas regardé ailleurs. Donc voilà, sur le nom, il réfléchit beaucoup, mais là, il n'a pas trop réfléchi. Déjà, je me rappelle, on a fait un événement. Il y a encore des gens plus cons que nous, en fait. Il y a un mec... C'est peut-être rassurant pour vous, non? Non, tu crois pas. Il y a un mec qui on a fait un événement au Wharf à Seignas. Et sur l'événement, il y avait un tatoueur. Donc on s'est fait plein de tatous, plein de trucs. Et sur un moment donné, il y avait un petit design qui était... j'aime les logos de Grosse, enfin pas logo écrit, mais il y avait le logo Grosse du Wharf. J'ai dit non putain, mais ça c'est déconné complètement. Donc j'aime les grosses. J'aime les grosses. Évidemment, on parle des bières. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'était un truc magnifique. Et c'est le genre d'esprit qu'on cherche. Mais d'ailleurs, je crois que c'est sur la version anglaise du site où il y a eu une petite phrase qui a été rajoutée, un truc du style notre nom c'est Gross, mais on va pas vous dégoûter, ou c'est No Beers, je sais plus. Après, là, on est conscient. Ouais. Oui, là, on est conscient. Mais au début, évidemment, non. Oui, maintenant, tu es obligé d'adapter un peu. C'est comme... en fait, il y a encore personne qui m'a dit... On a fait une bière, je crois que c'est la nouveauté d'il y a 2-3 semaines. C'était Honeymoon, c'était collab avec Ken Falls. Déjà, ils étaient en honeymoon ici et ils ont brassé avec nous. D'accord, c'est pour ça le nom, une New England avec miel. Et tout d'un coup, moi, je fais la communication toutes les semaines sur les bières. Moi, je fais la communication distributeur-client.
Et moi, je fais la communication toutes les semaines. Donc, je demande l'étiquette à Anthony, il me l'envoie. Et je dis non, mais vous n'avez pas fait ça. Je dis non, c'est pas vrai. Elle n'a pas parti en impression comme ça. Et je regarde, c'était New England avec I. Et tout d'un coup, Anthony commence à rigoler. Il me dit ben quoi? Ben c'est grosse. Je dis ouais, mais c'est con quoi. Ben voilà, ben c'est grosse. Il me dit ben attends, tu sais quoi, on va la sortir, on fait un post, on va voir c'est qui trouve la connerie qu'on a fait sur cette étiquette. Voilà. Évidemment, c'était pas fait exprès, mais une fois que c'est là, ben écoute, on va pas jeter l'étiquette à la poubelle et vraiment on a l'esprit qu'on peut pouvoir le faire. Il y a encore personne qui m'a rien dit, mais j'attends encore le coup en fait. Est-ce qu'il y a un slogan à la brasserie? Parce qu'on voit plein de petites catchphrases. Tu vois, as le more hops, less cups. Voilà, c'est le plus... no hops, voilà. no hops. No hops, no hops, c'est le logo. Et après, Ok. Beer in Metal Rocks. Qui est sur Voilà. toutes les canettes. Voilà, exactement. Donc, c'est les deux logos. Et surtout, Brewed in the Basque Country. Évidemment. Ben moi, j'ai un peu fait le tour. Donc, je sais pas si toi, tu as d'autres choses que tu veux ajouter. Et sinon, la question de fin, moi, en général, c'est quel est l'avenir de la brasserie? Et pour les gens qui écoutent, s'ils veulent trouver du growth, où est-ce qu'ils doivent se... Comme je disais, nous, on travaille tout en distribution. Pour trouver grosse, faut la chercher, comme je disais. Ouais. On essaye. Déjà, si vous voulez trouver grosse, vous venez au Pays Basque, vous allez la trouver. Vous venez à la brasserie après 17h30. Brasserie ou les clients. Mais la brasserie, il faut la connaître, évidemment. On boire fait un des coup à la concerts, on fait des tapoum, trucs. Et après, avec les distributeurs, on travaille beaucoup. Donc, comme je disais, à niveau France, on essaye de développer, mais ça va rester surtout sur le sud-ouest. Ça va rester là surtout. Après évidemment, avec Charles, il travaille Paris. Voilà. Il y a En fonction Bordeaux, du bon vouloir des cavistes qui ont accès au catalogue de Bière France, ils peuvent... Donc c'est vrai que nous on reste un peu sur le côté geek des bars craft. Quoi qu'il arrive dans des caves spécialisées. Voilà, exactement. Donc sur ce côté-là, on essaie d'y arriver tant que possible. Évidemment, et ça va pas être facile à le trouver dans des bars courants de bière, sauf ici dans le coin. Ouais, ici, c'est vrai. Ouais, vous arrivez à trouver des becs ici dans on des arrive, bars. surtout avec la sticky. Ouais. Avec la sticky, on a plein de becs et là, on arrive à la trouver dans des bars à craft et dans des bars à pas craft. Tu vas trouver une bière qui plaît à tout le monde. Tu vas trouver une industrielle locale, enfin une et industrielle espagnole, grosse, et à côté. Voilà, exactement. C'est cool. On a arrivé à le faire. Bon, je crois que personne a été intimidé. Tant mieux. Mais on arrive à le faire. Donc oui, évidemment, sticky, on commence à l'avoir un peu partout et après on reste beaucoup sur le côté geek. Ouais. Si quelqu'un veut, de toute façon, il peut nous contacter. S'il y a un point où il n'y a pas de distribution, où il ne trouve pas, ou même un consommateur, il peut nous écrire. Déjà, mon mail, c'est magnifique. Moi, je suis le dealer@grosse.bière. Donc c'est très facile C'est très, très parlant en plus. Donc si jamais vous pouvez nous écrire, on va vous faire arriver la bière. Voilà, c'est sûr, on va trouver la façon. Mais évidemment, il faut venir dans le coin et goûter les bières et nous connaître. Faut connaître l'esprit grosse. Ouais. Et l'avenir, comme je te disais, là on vient de pousser vraiment tout ce qu'on pouvait pousser. Déjà, tu as vu, on n'a pas beaucoup de plafond. On a l'entrepôt, ça rentre, ça sort. Et on préfère jouer à la logistique, l'organisation et la bonne façon de travailler qu'avoir une super brasserie, rentrer dans le stress, à pas vendre le stock parce qu'on est en récession économique, que là maintenant, parce que j'ai des easy. Nous, dans le confinement, on avait 40 fûts qui n'étaient pas vendus d'IPA. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le gin. C'est pour ça qu'on a le gin. D'accord, oui, c'est un distillat de... Voilà, mais on ne veut pas avoir des gros soucis de grosses brasseries parce que l'intérêt ici, c'est pas que le business, on va dire. Bien sûr. Et je vous rappelle qu'Anthony ne veut pas payer plus de salaire et il ne veut pas travailler. Donc, l'idée, c'est de rester là et faire un peu aussi l'exclusivité. Si tu veux grosse, ou bien tu es dans le coin, ou bien ça ne va pas être facile à la trouver. Et comme c'est un produit maintenant avec baignade de très grande qualité, ça arrivait même avec l'implication de la brasserie. On est avec le stock qui part. Ouais, bien sûr. Et on veut rester là. Après, évidemment, si à un moment on se dit oh putain, on peut servir qu'à 20% de la demande, peut-être qu'on pense à faire un truc.
Mais on aimerait C'est bien. pas dans les projets actuellement. Non, non, c'est pas dans les projets. Ça va rester là. Peut-être un jour, un petit bar dans le coin ou un petit brewpub pour rester, mais jamais plus que ça. Jamais. Ok, super. Sinon, ça serait plus l'esprit grosse. Ok, bah nickel. Merci beaucoup Christian, je pense que Merci beaucoup, évidemment. tu as répondu à un peu toutes les questions, c'était super. Cool. Et voilà, je te dis... J'espère qu'on se revoit bientôt. ouais, Déjà, carrément. ta famille habite dans le coin, donc ouais, on se reverra. Et tu peux ramener tous les copains que tu veux. Et la prochaine fois, Avec plaisir. si tu reviens, avec grand plaisir, on refait un petit truc comme ça. Vous connaissez Benyat et Andoni ou ce que vous voulez. Avec Super. grand plaisir. Vous êtes bienvenus dans le coin. Super, bah merci beaucoup. Allez, à bientôt. Parfait. Merci. Salut. Aïe.